Je suis co-directrice du Staatslabor. Avec moi aujourd'hui pour vous aider, le cas échéant, avec des technicités, Samira Keller. Samira, vous pouvez la contacter directement dans le chat si vous avez des soucis techniques, ainsi que Christa Schlechten et quelques autres membres de notre organisation. Vous les reconnaissez à l'aide du drapeau qui flotte derrière eux sur fond de montagne, un côté hivernal et un petit peu militant comme ça. Le Staatslabor, on est une organisation à but non lucratif, on est basé à Berne et on soutient les administrations au niveau communal, cantonal et fédéral, être plus en phase avec les besoins de notre époque et des habitantes et des habitants de notre pays. On est une plateforme, on connecte les personnes qui s'intéressent au même sujet que nous dans les administrations et à l'extérieur et on collabore directement avec des administrations sur des problématiques diverses et variées pour les aider à aller dans ce sens. La Staatscantine, c'est un format qui a lieu tous les premiers jeudis du mois, où vous êtes toutes et tous invités à prendre votre lunch avec vous et à manger. Donc, on n'est pas timide. Si vous avez faim, vous mangez votre sandwich. C'est sans problème aucun. Et puis, ce qu'on fait ici, c'est qu'on invite une personnalité qui s'intéresse au bien public et qui travaille là-dessus à nous donner une conférence, un petit talk. Et suite à ça, on espère un débat intéressant entre nous pendant encore une petite demi-heure, un peu plus, sur ce que vous aurez entendu. Si vous avez des questions avant cela, je vous prierai de les mettre dans le chat. Notre référent aujourd'hui que je vais présenter est bilingue, mais français-anglais, donc n'est pas germanophone. C'est-à-dire quand vous poserez vos questions, volontiers soit en français, soit en anglais. Voilà. Donc, tous les micros, j'ai vu, sont sur muet. Votre caméra, pour la plupart, est enclenchée, c'est fort bien. Et comme je l'ai déjà dit, Samira est à votre disposition. Nous sommes là ensemble jusqu'à 13h15. Je vais donc présenter Owen Boukamel très brièvement. Et puis ensuite, pour ce qui est des questions, ce sera une partie qui sera non filmée. Elle est non filmée parce qu'on veut être entre nous et on ne souhaite pas, on souhaite que les gens puissent s'exprimer librement. C'est-à-dire que on souhaite aussi que ce soit sous Chatham House. Ça veut dire que si vous avez entendu un propos, vous dire j'ai entendu ça dans la Staatscantine, mais on ne peut pas par exemple dire Christa Schlechten a dit que l'administration vaudoise n'était pas performante à ce niveau-ci ou ce niveau-là. Voilà, on peut dire ce qu'on a entendu, mais pas qu'il a dit, comme ça, telle et telle personne se sent toujours libre de parler, c'est important. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Owen Boukamel, qui va nous donner un aperçu de son livre « Les 7 leviers pour l'innovation publique » qui est sorti l'année passée. Owen, on s'est connu quand tu étais encore doctorant à l'IDEAP, à Lausanne. Depuis, tu es non seulement un Herr Doctor, comme on dit chez nous à Berne et à Zurich, mais tu es également adjoint scientifique à la Direction générale de l'Office de l'enfance et de la jeunesse à Genève. Tu as prévu une présentation avec des éléments d'interactivité. Si vous avez votre téléphone portable qui est à côté de vous, comme la plupart d'entre nous, c'est parfait. Sinon, prenez-le pas trop loin de vous. Owen va avoir avec nous une petite interaction qui va aussi vous donner des informations sur comment vous percevez certains aspects de l'innovation publique. Owen, c'est à toi. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je dois dire que je suis assez impressionné de voir autant de monde de tous les coins de la Suisse. C'est hyper satisfaisant de savoir que autant de personnes s'intéressent à l'innovation publique et assez impressionnant aussi pour ma part en tant que présentateur. Je vais tout de suite vous partager mon PowerPoint. Voilà. Alors le PowerPoint en préambule vous sera transmis avec les quelques contenus qu'on aura l'occasion de produire ensemble pendant cette présentation. Donc merci encore, merci de votre attention, merci d'être ici. Très content de présenter mon livre, 7 leviers pour l'innovation publique, qui est sorti tout à fait l'année dernière, mais en fait en décembre, novembre-décembre. Donc en fait,
Il est plutôt récent, donc de 2-3 mois que de 1 an. L'objectif de ma présentation, ça va être de vous en parler un petit peu, de vous donner un aperçu de son contenu, de vous donner envie de le lire, mais aussi de stimuler la discussion qui va suivre dans un deuxième temps. Alors, j'ai prévu une présentation en 3 parties. 3 questions qu'on peut légitimement se poser quand quelqu'un propose de présenter un livre. Tout d'abord, pourquoi un manuel sur l'innovation publique? Ensuite, comment je l'ai réalisé? Et on s'arrêtera enfin sur les apports de ce manuel par rapport au champ pratique de l'innovation publique. Avant de commencer, je voudrais simplement faire une petite parenthèse définitionnelle parce que c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Vous toutes et vous tous qui travaillez plus ou moins directement avec des problématiques d'innovation publique, êtes confrontés à cette question. Finalement, qu'est-ce que l'innovation publique? Et à travers mes entretiens, les études de cas que j'ai conduits dans ma thèse, notamment, j'ai rencontré des dizaines de personnes qui m'ont systématiquement demandé si leur projet était vraiment innovant, à quel point on pouvait considérer un projet comme étant une innovation, etc., etc. En balayant la littérature, en la consolidant, etc., on arrive à un espèce de consensus sur la définition de l'innovation publique qui petit à petit se construit. Et j'ai essayé de vous les synthétiser ainsi. Si vous voulez savoir si un projet est innovant ou pas, il faudrait répondre finalement oui à ces 4 questions qui sont en fait les 4 éléments critères de définition de l'innovation publique, selon moi et d'autres auteurs d'ailleurs. Donc déjà, il faudrait que ça soit un projet qui soit construit, conduit par des entités publiques, bien entendu, sinon c'est pas forcément, sinon c'est pas une innovation publique. Vous en doutez, ça amène pas mal de spécificités de l'innovation publique vis-à-vis de l'innovation privée, bien sûr. Il faut aussi que l'objectif soit quelque part une création de valeur publique, de valeur pour la société, une prestation, un processus qui finalement améliore une prestation. Voilà, on ne fait pas ça pour l'argent, entre guillemets, pour caricaturer. Il faut que l'innovation soit mise en œuvre, elle soit développée bien sûr, mais aussi mise en œuvre ou évocation à être un jour mise en œuvre, parce que sinon il n'y a pas vraiment de différence avec une invention. Une invention reste au niveau de l'idée, une innovation, c'est les deux, c'est l'idée plus tout le processus de mise en œuvre, et c'est assez important d'un point de vue entre guillemets de tout ce qui arrive en termes de pragmatisme, résistance au changement, etc., etc. Et puis bien sûr une nouveauté. Alors la nouveauté, elle est perçue, elle est subjective, elle est relative, elle n'est pas absolue. On ne peut pas considérer qu'une innovation doit absolument être à chaque fois hyper radicale, un breakthrough entre guillemets, puisque je suis bilingue en anglais, vous l'avez compris. Un breakthrough, c'est-à-dire que l'idée étant que la nouveauté doit être perçue par le milieu d'adoption. Par exemple, le télétravail, tel qu'on l'a tous vécu de manière généralisée ces derniers temps, était pour beaucoup de milieux, je pense par exemple au milieu académique, quelque chose d'assez routinier, d'assez banal, alors que dans d'autres organisations, d'autres entités, notamment les entités du secteur public, en tout cas nombre d'entre elles, c'était quelque chose de complètement bouleversant dans la manière de travailler, la manière de communiquer, la manière de collaborer, la manière de produire, etc. C'était en fait, même si ce n'était pas toujours appelé comme ça, c'était particulièrement innovant. Voilà, parenthèse fermée, je vais tout de suite entamer la première partie sur pourquoi un manuel sur l'innovation publique en vous faisant participer. Je vous demande, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de prendre votre appareil électronique le plus proche, d'aller sur menti.com et de rentrer le code suivant 77 80 14 4. Je vais tout de suite. Voilà. Et je vais vous partager l'outil qui nous est offert et qui nous permettra de nourrir la discussion. Alors, j'ai peu de temps à disposition, on ne va pas pouvoir discuter bien longtemps de chacune des questions que je vous pose. L'idée, c'est à la fois de nourrir la discussion, mais c'est aussi de vous donner le contenu. On est beaucoup aujourd'hui, donc quelque part, ce sera aussi du contenu supplémentaire avec lequel vous pourrez repartir. La question est la suivante. Parmi les organisations suivantes, cochez les 3 que vous considérez comme les plus innovantes. Voilà, pour ceux et celles qui n'arrivent pas encore à se connecter,
menti.com et le code 77 est affiché en haut de l'écran. Hein. 77 80 14 4. Les premières réponses commencent à affluer. Voilà, on attend encore les derniers votes. 51 personnes, pour l'instant 40 votes. Je ne vais pas voter, moi, je ne veux pas influencer le processus électoral. Voilà, les dernières voix qui arrivent. Il y a la Géorgie encore qu'il faut recompter, mais ça, c'est une autre histoire. Ok, super. Bon, excellent. Excellent, pourquoi? Parce que ça ne me fait pas mentir, donc je suis assez content. C'est toujours un peu toujours un peu le suspense quand on organise un vote, si les gens répondent complètement différemment de ce qu'on avait prévu. Vous êtes dur avec l'administration cantonale quand même. Hein. Alenka, je pense que tu as suscité envers l'administration, avec ta remarque sur l'administration vaudoise au tout début, peut-être un petit biais dans la réponse, mais vous êtes dur là quand même. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on voit à travers ces résultats? Que de loin, les trois de gauche, donc en fait les PME, le secteur académique et les multinationales en Suisse sont perçus par vous, pour la plupart employés, collaborateurs, collaboratrices, managers, élus du secteur public, comme étant les plus innovantes. Et relativement loin derrière, votre entité ainsi que les autres entités du secteur public. L'administration fédérale, un petit peu plus que le reste, mais on est quand même bien loin des trois premiers, des PME, du secteur académique et des multinationales. Vous voyez bien mon écran là pour l'instant avec les résultats, on est d'accord? Ouais, super. On va repasser sur le PowerPoint. Voilà. Ok. Alors, vos réponses, elles ne font pas exception, disons, elles sont en ligne avec les réponses des 222 managers publics romans, en l'occurrence, que j'avais interrogés courant 2019, en leur posant exactement la même question que celle que je viens de vous poser, en leur donnant exactement la même définition. Et voici leurs réponses. Les PME en Suisse, le secteur académique, les multinationales en premier. Ensuite, l'entité que eux et elles dirigent, et ensuite le reste du secteur public. Il y avait un petit paradoxe que j'avais identifié et que j'étais pas le seul à avoir identifié, notamment dans la littérature, c'est qu'on a toujours l'impression que notre entité, on a souvent l'impression que notre entité est plus innovante en tout cas dans le secteur public, que celle des autres. Donc ça, c'est aussi intéressant. On a cette image-là des autres entités du secteur public beaucoup moins innovantes que la nôtre. En l'occurrence, ça ne ressort pas hyper fortement dans vos résultats, mais c'était ressorti dans notre enquête et dans d'autres enquêtes au niveau international. C'est quand même assez fort de se dire que nous, agents du secteur public, qui en plus s'intéressons à l'innovation, on a cette perception-là du secteur public, de l'innovation dans le secteur public, beaucoup moins innovant que le reste de la société. Alors imaginez, a fortiori, si on interrogeait les citoyens lambda en leur demandant est-ce que vous pensez que le secteur public est innovant? A priori, ils auraient la même réponse que vous. Ce n'est pas le secteur public qui innove, c'est le secteur privé. Le secteur public, lui, soutient l'innovation dans le secteur privé. Et ce n'est pas complètement anodin, en fait, depuis qu'on imagine l'administration publique moderne, depuis la fin du 19e siècle notamment, on l'a toujours construit sur cette idée de stabilité, de renforcer, disons, de faire un peu office de colonne vertébrale de la démocratie, d'être incorruptible, d'être prévisible, d'assurer une égalité de traitement envers tous les citoyens. Et donc, ce sont des valeurs complètement légitimes pour le coup. Mais depuis quelque temps, plus intensément depuis une vingtaine d'années,
et ça va crescendo, on entend des voix un petit peu discordantes qui commencent à émerger, parmi lesquelles les voix notamment du Staatslabor qui commencent à réclamer quelque part une innovation qui soit également publique, qui vienne également de l'intérieur de l'administration, et ça de manière autonome, c'est-à-dire que l'innovation publique a quelque part toujours plus ou moins existé, mais elle était décidée de manière top-down par le niveau politique, législatif par exemple, et puis exécutée au niveau de l'administration. Et là, on attend quelque part, c'est ça vraiment le bouleversement de paradigme, une innovation publique qui émerge et qui soit plus autonome, systématique et consciente. Beaucoup de raisons expliquent ce changement de paradigme. Je vais peut-être pas tous les faire dans le détail. Vous aurez le PowerPoint et puis si vous avez besoin de plus de détails, procurez-vous le livre. Des défis complexes, par exemple l'écologie, la crise sanitaire, l'économie, la fiscalité, la justice sociale, le vieillissement de la population, la sécurité, etc., etc. Tout ça sont des défis pour lesquels aucune réponse simple n'existe. Et en fait, ça requiert de l'administration qu'elle innove, qu'elle soit créative pour apporter des prestations publiques de qualité dans ce contexte de défis complexes. Une application plus grande des parties prenantes, des citoyens, des coupes budgétaires, bien sûr, qui forcent quelque part l'administration à faire toujours plus avec parfois moins de budget et donc d'inventer des nouvelles solutions. Bref, tout un tas de changements qui poussent l'administration à innover par elle-même. Et donc, avant de vous donner la réponse à la question que j'avais posée au tout début, pourquoi un manuel sur l'innovation publique, je vous demande de retourner sur le questionnaire, sur le Mentimeter, menti.com, même code. Et je vais vous poser une autre question. Alors, ça arrive tout de suite. Voilà. Autre question. En partant de la définition que je vous ai donnée, donc une innovation, c'est quelque chose qui est nouveau pour votre organisation. J'ai la question suivante. Votre entité a-t-elle vécu au moins une innovation au cours des 2 dernières années? Les résultats s'affichent. Voilà, donc on n'a même pas besoin d'attendre que tous les votes soient comptés pour proclamer le gagnant de cette élection. 93% d'entre vous déclarez avoir vécu au moins une innovation dans votre entité au cours des 2 dernières années. C'est quand même assez hallucinant de se dire que d'un côté, on a tous l'impression qu'on n'est pas innovant, et de l'autre côté, on déclare à 93% qu'on a vécu au moins une innovation au cours des 2 dernières années. J'ai posé exactement la même question aux personnes que j'avais interrogées en 2019. Parce que là, vous pouvez clairement vous dire que, légitimement vous dire que c'est bien parce qu'on fait partie on assiste à une Staatskantine du Staatslabor, on est forcément quelque part concerné par l'innovation. En fait, on se rend compte que les personnes à qui j'ai posé la question, à 86%, 86% d'entre eux répondaient oui. Et c'est un taux qu'on appelle le taux d'innovation. C'est une question que je n'ai pas inventée moi, qui est posée en fait dans de nombreux questionnaires sur l'innovation publique à travers le monde, aux États-Unis, en Union européenne, dans les pays du nord de l'Europe, etc. On arrive systématiquement à des taux entre 60 et 90% de oui. Alors, c'est des taux qui sont auto-reportés, bien sûr. On a toujours quelque part une certaine désirabilité sociale à dire qu'on innove ou qu'on vit des innovations. Donc, il ne faut peut-être pas le prendre dans l'absolu, ce taux. Mais quand on pose la même question, on ne l'a pas fait pour la Suisse, mais d'autres études l'ont fait pour les pays limitrophes, on pose la même question aux employés et aux managers du secteur privé et le taux est moindre. Donc, on a aussi quelque part, ça nous donne un indice qui en alimente d'autres, par exemple les concours d'innovation publique, etc., qui nous disent que finalement, malgré ce qu'on pense, l'innovation publique existe bel et bien et de manière quasiment abondante. Il n'y a qu'à voir notamment le Covid, la crise du Covid-19. On a vécu un tremblement de terre
et aujourd'hui, les prestations publiques, en tout cas en Suisse, elles fonctionnent de manière optimale ou quasi optimale dans n'importe quel contexte. Il y a eu une capacité quelque part d'adaptation à cette crise. Ça a généré toute une série d'innovations. Voilà, donc c'est pas une preuve ultime, mais c'est quand même des indices assez probants qui montrent l'existence de nombreuses innovations publiques, et c'est la première raison pour laquelle j'ai décidé de rédiger ce livre. C'est aussi de dire, messieurs, dames, l'innovation publique existe bel et bien, et il faut aussi arrêter de penser qu'on n'est pas du tout innovant dans le secteur public. Alors, le premier constat de la littérature, c'est voilà, de dire que l'innovation publique existe. Mais le deuxième constat, c'est de dire qu'elle est loin d'être parfaite. Elle a toute une série de problèmes, notamment elle est très réactive au lieu d'être proactive. On innove souvent pour répondre à des crises. J'ai pris l'exemple du Covid, c'est typique l'exemple d'un événement qui appelle de l'innovation réactive. Elle est trop souvent externalisée, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure, et elle est souvent aussi incohérente. On utilise des méthodes pour innover. Par exemple, on met en place des démarches participatives sans faire participer personne. Voilà, par exemple, ça c'est une démarche, c'est un exemple d'incohérence qu'on peut trouver assez fréquemment dans l'administration publique, et qui fait que, entre autres, l'innovation publique existe, oui, mais de manière imparfaite. Bayes parle d'incrémentalisme hasardeux, et je trouve que ça résume assez bien la manière avec laquelle l'administration publique innove. Donc voilà 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce livre. Tout d'abord, montrer que l'innovation publique existe, montrer aussi qu'elle est loin d'être parfaite. Je vais un peu plus en détail sur ces points critiques, je reviendrai là-dessus dans le livre, mais aussi montrer qu'on peut y faire quelque chose. Et c'est vraiment l'esprit que j'ai voulu avoir à travers ce petit manuel, c'était d'avoir des solutions quelque part, d'arriver avec des solutions, de proposer des faits, de partir des faits concrets, et ensuite de proposer des leviers dans un esprit d'accessibilité et de pragmatisme. Alors, comment j'ai réalisé ce manuel? Déjà avec beaucoup de café. C'était, je pense, le premier ingrédient de ce manuel. Mais aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, je me suis fondé sur les données, en fait. Donc, j'ai déjà utilisé toutes les données que j'avais produites dans le cadre de ma thèse de doctorat, des études de cas, des interviews d'experts. J'ai aussi utilisé, vulgarisé, trié, catégorisé plus de 200 articles scientifiques, 35 entretiens, et puis un questionnaire que j'avais fait pour l'occasion et dont j'utilise encore les résultats aujourd'hui. 222 managers publics suisses qui avaient été sélectionnés pour représenter entre guillemets leur organisation ou leur entité publique, à qui j'avais posé plus de 40 questions, notamment inédites, mais aussi adaptées de questions utilisées dans d'autres pays pour permettre aussi une comparaison, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, ça donne ce petit livre avec 7 chapitres. Sur la base des données, j'ai identifié 7 points critiques que j'appelle points critiques de l'innovation publique, et à chaque point critique, un levier. Donc voilà, 7 leviers pour l'innovation. Ce sont des chapitres indépendants, quasiment indépendants en tout cas. Vous pouvez vraiment avoir une lecture sélective. L'idée, c'était vraiment de faire un petit manuel que vous gardez sur le coin de votre table, et puis vous pouvez consulter à discrétion. Et chacun de ces chapitres contient une synthèse de la littérature, des faits chiffrés et des recommandations et des outils concrets, vous allez le voir. Alors, ce qu'apporte ce manuel, déjà l'identification des 7 points critiques, qui était un assez gros travail. Avant de vous les dévoiler, je voulais vous reconvier à vous exprimer sur menti.com. Attention, le code change. Code 64 17 27 0. 64 17 27 0. Et le numéro complémentaire, je passe sur, voilà, je vais l'ouvrir, sinon vous ne pourriez pas y accéder. Voilà. Au passage, je vous recommande cet outil Mentimeter pour ceux qui ne le connaissent pas. Très sympa quand vous avez des grands publics. Voilà, donc là c'est une question ouverte. Quel est le principal point critique de l'innovation dans le secteur public? Alors je sais, c'est délicat de répondre en une phrase, je vous recommande d'être assez incisif.
Et puis, encore une fois, l'idée, c'est pas de tout digérer maintenant, on aura beaucoup trop de matériel, mais ce sera de vous livrer tout ça et que vous puissiez repartir aussi avec quelques éléments de réflexion. Ah, les premières réponses commencent à arriver. Volontiers vos réponses en français ou en anglais. Voilà, des réponses intéressantes qui arrivent. Le juridisme, le cadre juridique qui revient souvent à la base légale, la lenteur des processus, la mentalité, peut-être qu'on peut attribuer ça à la catégorie culture, le politique ou la frilosité des décideurs politiques. Vous verrez, je vais en discuter un petit peu, mais cette relation entre le management public et le politique, la coordination, la peur, la lenteur, quelques votes encore, on est à 37, le cadre légal qui revient, les structures hiérarchiques. Voilà, finance et structure hiérarchique, encore une fois. L'adhésion collective, l'acceptation, qui sont plutôt de l'ordre de l'acceptation de la culture du changement. Voilà, super. Je laisse les quelques derniers répondre s'ils ont envie encore de nourrir la discussion. Puis si vous le souhaitez, on pourra revenir sur ce slide au moment de la discussion et du débat. Ça nous permettra peut-être de rebondir là-dessus. Voilà, super. Voilà, donc je clôture le vote et je repasse à ma présentation. Voilà. Donc on l'a vu, on a parlé, vous avez mentionné le cadre juridique, vous avez mentionné la culture, les finances, la relation avec le politique, la gestion du changement, etc., etc. Tout ça, ce sont des perceptions qui ressortent de la littérature, qui ressortent des données, et je les ai regroupées et triées, entre guillemets, clusterisées dans ces 7 leviers que je vous livre assez rapidement pour vous donner aussi envie de les parcourir un peu plus en longueur à l'avenir. Donc voici les 7 points critiques que j'ai identifiés et à chacun des points critiques, un levier et des pistes d'action concrètes. Le premier point critique, et je pense qui est assez décisif, c'est le grand complexe. C'est-à-dire l'administration ne sent pas légitime pour parler d'innovation. On le voyait bien tout à l'heure, c'est plus large que ça, on a l'impression qu'on n'est pas du tout innovant. On n'utilise pas le mot innovation dans nos projets, même si ce sont des projets assez innovants. Et au final, il y a un manque à gagner assez grand parce qu'on ne suscite pas quelque part, on ne déclenche pas la machine, on ne suscite pas l'engouement, la motivation, on n'utilise pas les outils qui seraient probablement adaptés dans le cadre d'une innovation. Tout ça parce qu'on ne se sent pas légitime pour parler d'innovation. Je propose quelques leviers pour contrer tout ça. Deuxième point critique que j'ai appelé l'entre-soi. Alors, dans la littérature internationale, un des principaux freins à l'innovation publique, c'est le manque de collaboration entre les organisations et entre les départements, les dicastères, les directions d'une même organisation publique. En Suisse, on a l'impression qu'on détonne un petit peu par rapport à ça. À l'intérieur d'une organisation publique, on collabore encore assez bien. Donc, ce n'est pas notre point faible, entre guillemets. Notre point faible, c'est plutôt de collaborer avec les autres, avec l'extérieur de l'administration publique, avec les autres cantons. On fait quasiment tous le même job au niveau cantonal, on fait quasiment tous le même job au niveau communal. Bien sûr, il y a des grandes spécificités locales, mais on partage trop peu cette connaissance, ces dynamiques, etc. entre nous, alors que, à mon avis, un manque à gagner assez grand. Je propose aussi des leviers pour essayer de sortir un peu de nos frontières organisationnelles. Troisième point critique, la confusion des rôles. Vous parliez tout à l'heure, vous mentionnez le rôle du politique, etc. Donc, je pense que là, c'était des commentaires plutôt issus de managers publics. Sachez que les élus pensent exactement la même chose que vous, mais de vous. Au final, on se rend compte qu'il y a une confusion des rôles
et que ce binôme qui est si important pour nos administrations publiques entre l'élu et le top manager est décisif pour les innovations de l'entité publique qu'il dirige. Et en fait, si les planètes sont alignées, si tout se passe bien dans ce duo, ben en fait, tout roule. Mais à partir du moment où il y a un blocage, il y a un jeu de pouvoir, il y a un enjeu de pouvoir, il y a une mauvaise communication ou il y a une confusion des rôles, tout est à l'arrêt et on peut oublier les projets d'innovation publique. Donc là aussi, je propose quelques leviers, même si je dois le dire, posteriori, c'est peut-être un des morceaux les plus durs à lever. Quatrième point critique que j'ai appelé la consultomanie. On externalise beaucoup. C'est pas un mal en soi, mais on externalise mal en fait. On externalise déjà tout ce qui est cool à faire. Les innovations, les prestations parfois clés, et on garde au sein de nos administrations publiques parfois entre guillemets, le job qui est un peu plus pénible, qui est moins motivant. Il faut se dire que l'innovation, c'est quelque chose de motivant et c'est quelque chose qui apprend, qui enseigne à tout le monde au sein de l'organisation. Le problème, c'est que quand on externalise tout ça, ben, on se prive de l'apprentissage et on se prive de la motivation que l'innovation aurait pu nous apporter. Le huis clos, je le mentionnais tout à l'heure, quelque part, on innove de manière très bureaucratique, top-down, opaque, de décisions parfois très directives, etc. Et c'est souvent très contre-productif. L'immaturité, en termes de management et de gestion de projet, l'innovation est à part. Et on tombe un peu dans deux biais courants dans l'administration publique. Soit on manage pas du tout en termes d'innovation, on fait rien parce qu'on se voit de la face ou on sait pas faire et donc en gros, il y a assez peu de chances que quelque chose émerge. Soit on essaie de gérer l'innovation comme on gérait n'importe quel autre projet en faisant des plannings très serrés, en attribuant les rôles, les missions à chacun, en prévoyant au jour le jour ce que les personnes doivent faire. Mais en fait, c'est très contre-productif dans le cadre de l'innovation parce que l'innovation a besoin d'un certain management qui concilie planification et souplesse. Et en voulant trop rigidifier le management de l'innovation, en fait, on l'étouffe. Et le manque de capacité, quelque part, c'est un point critique qui regroupe un peu tous les autres et qui est un des points centraux de ma thèse de doctorat, le manque de capacité d'innovation. Quelle est notre capacité collective à engendrer de l'innovation? Finalement, innover, c'est bien, mais encore faut-il savoir innover de manière collective. Et ça reste à développer. Alors, je ne vais pas vous le passer en détail, je voulais simplement, entre guillemets, ouvrir la boîte noire et puis vous mentionner, par exemple, le levier 7, développer la capacité d'innovation, les principaux éléments de contenu. Vous avez une première partie, entre guillemets, théorique vulgarisée. Il y a énormément de choses qui se font dans la littérature scientifique, des choses très intéressantes, mais qui sont peu accessibles aux collaborateurs, collaboratrices, managers, élus, qui finalement auraient besoin de ces éléments. C'est peu accessible parce que c'est sur des revues scientifiques payantes, c'est parfois dans des anglais très pointus, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment à chaque fois d'apporter du contenu vulgarisé. Pourquoi c'est une capacité primordiale, la capacité d'innovation? Pourquoi elle est composée de 6 dimensions? Je vous laisserai les découvrir dans le livre. On a ensuite, disons, un focus sur le point critique en Suisse. Quels sont nos points forts et nos points faibles en matière de capacité d'innovation? Pourquoi sommes-nous si nuls en matière de prise de risque? Vous verrez en parcourant les pages. Et des leviers d'action et des outils concrets. Donc là, pour le coup, j'ai quand même blindé de contenu pour vous donner des outils pour diagnostiquer votre entité publique en matière de capacité d'innovation, vous comparer aux autres. Je vous donne les résultats de mon enquête, ça vous permet aussi de vous comparer à cette enquête. Comment faire une vision, une stratégie en fonction du diagnostic et comment faire un plan d'action en fonction de cette vision et ce diagnostic, ainsi qu'un pilotage. Donc voilà, ce sont des outils très concrets. Pour conclure, voilà, donc je recommande aux managers, aux innovateurs publics, aux collaborateurs de l'administration publique, aux élus, etc., de lire des centaines d'articles scientifiques, de conduire plusieurs recherches empiriques, d'organiser des entretiens, des focus group, de développer des outils de mesure et de concevoir des pistes d'action. Si maintenant vous n'avez pas le temps parce que vous êtes très pris par votre job, sinon il faut vous procurer le livre 7 leviers sur l'innovation publique
et j'ai fait ça pour vous. Voilà, je vous remercie de votre attention et je me réjouis des débats à venir.